Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect. Aujourd'hui, étant donné que c'est la date limite de transaction, je voulais faire un live comme vers 4 heures et juste parler des transactions qui ont eu lieu, évaluer un peu les joueurs qui ont été échangés, voir quelle équipe qui a bien fait, quelle équipe qui a moins bien fait. Sauf que quand j'arrivais pour cliquer pour faire un live, ça m'a dit qu'il fallait que je m'inscris et que je pouvais juste en faire un comme dans 24 heures. Donc, ça ne fonctionnera pas. On fera un live une prochaine fois. Je voulais expérimenter. Ça aurait été la première fois, mais ça a l'air que la première fois sera une autre fois. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est un peu comme de retourner en arrière jusqu'à. Je voulais parler jusqu'au 1er mars, mais dans le fond, la date des limites de transaction a un peu commencé le 1er février quand Dallas ont été chercher Michael Granlund et Cody Cicci en échange d'un premier choix et d'un choix de troisième ronde. Euh, donc, on va parler de celle-là, mais on va aussi, dans le fond, on va skipper pas mal de trades parce qu'après ça, entre le 1er février et le 1er mars, il y a eu beaucoup de trades qui ont pas vraiment une tonne d'importance, donc on n'en parlera pas. Le but, c'est vraiment de parler plus des gros trades qu'il y a eu. Donc, c'est ça, comme je dis, ça a commencé le 1er mars avec Dallas qui a été chercher Michael Granlund. Dallas qui a été extrêmement actif d'ailleurs là, pendant la date limite, là, que ce soit aujourd'hui, que ce soit à ce moment-là, que ce soit entre les deux. Ils ont été très actifs. Même chose pour San Jose. San Jose qui est, dans le fond, leur rituel annuel de vider leur équipe pour des choix de repêchage, c'est ce qui est un peu normal, ils sont en reconstruction, donc c'est là qu'ils sont actuellement. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, on commence avec Dallas qui est allé chercher Cody Ceci, qui est un joueur correct sans plus. C'est un défenseur de troisième paire. Il a déjà été vu comme un défenseur de top 4. So, je pense pas qu'il soit vraiment là actuellement. Michael Granlund, c'est vraiment un joueur qui peut jouer dans le top 6 de Dallas, qui leur donne vraiment un top 6 là, sensationnel avec l'échange qu'ils ont fait aujourd'hui pour Rantanen, qu'on va passer plus tard. Mais évidemment, eux autres, ils se sont vidés de leur choix de première ronde. Parce que dans le fond, ils ont donné un choix de première ronde pour Granlund, mais ils ont aussi donné deux choix de première ronde pour Rantanen. Donc, il y en a trois qui sont partis. Là. Ils ne repêcheront plus d'ici un bon bout. Sauf qu'en même temps, ils sont très, très bons pour repêcher un peu plus loin. Donc, je pense que c'est un problème sans être trop un problème, mais le but pour eux autres, évidemment, c'est de pousser, étant donné que c'est une équipe qui est contender, dans le fond, qui pousse pour la Coupe Stanley. Ça, rendu là, les choix de première ronde, ils servent à plus grand-chose. Puis quand tu peux acquérir un joueur comme Rantanen ou un joueur comme Michael Granlund pour mettre dans ton top 6 immédiatement, ça vaut la peine. Donc, pour ce qui est de celle-là, je pense que les deux ont bien fait. C'est un choix de première ronde pour San Jose, c'est toujours bon. C'est sûr, c'est toujours des choix de fin de première ronde. Donc, c'est un choix à 28, 29, 30, 31. J'espère pour les autres 32. Ben, ça vaut ce que ça vaut. Surtout, admettons, comme celui de 2025. À mon avis, le repêchage de 2025, c'est pas le meilleur. Je pense que passer pas mal, là, le choix numéro 14, 15, 16, 17, ça commence à tomber pas mal. Sauf que, écoute, c'est quand même pas un mauvais retour pour un joueur qui était à la dernière année de son contrat. Donc après ça, si on monte un petit peu dans la liste, il n'y a pas grand-chose ici qui sont des échanges majeurs. La prochaine, dans le fond, qu'on pourrait dire majeur sans être majeur, c'est les Rangers qui ont échangé Ryan Lindgren, Jimmy Vesey au Colorado en échange de Kevin Diane, puis deux choix. En fond, un choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde, puis Yusso Parsinen. J'ai pas grand-chose à dire dans le fond là-dessus, là, sauf que Ryan Lindgren, ça a déjà été un défenseur comme de deuxième paire, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus c'est un défenseur troisième paire. C'est pas un mauvais défenseur, sauf que pour Colorado, c'est un défenseur qui va être utile dans les séries. C'est un gars qui bloque une tonne de tirs. C'est un joueur qui est physique. C'est juste un bon défenseur dans sa zone. C'est pas un gars qui amène une tonne d'offense, mais je pense pas qu'ils en ont nécessairement de besoin avec Girard et Makar. Donc, c'est pas nécessairement un problème de ce côté-là. Après ça, si on monte, il y en a une ici, évidemment, qui était la première comme grosse qu'il y a eu, qui est Seth Jones et un choix de quatrième ronde, en échange de Spencer Knight puis un choix de première ronde en 2026. Comment qu'on peut voir ça? Je pense que Chicago, à la base, ne pensait pas être capable de se débarrasser du contrat de Seth Jones. Il a fallu qu'ils retiennent dessus. Ils ont retenu, comme c'est ici, en dessous, 26 du salaire. Ce qui veut dire que, dans le fond, Seth Jones est à peu près un joueur de 7,4 millions de dollars pour la Floride. Ce qui est quand même. Tu sais, à 7,4 millions de dollars, Seth Jones, il vaut son prix. À 9, c'est un autre paire de manches. Sauf qu'à 7,4, c'est quand même bon. Évidemment, ils ont donné un bon goaler là, qui est Spencer Knight, puis aussi un choix de première ronde. Fait que ils ont payé pour avoir Seth Jones, sauf que les autres, ils ont Ekblad qui va partir l'année prochaine, fort probablement. Puis ça leur donne, dans le fond, un bon gros défenseur mobile qui est bon défensivement, bon en relance. C'est pas un joueur qui est all over the place. C'est un joueur qui est quand même relativement stable. Euh, c'est ça. Puis en plus, il s'en va dans le système de la Floride. Fait que je pense que ça va rouler au toast là, pour eux autres. Ils essaient d'acquérir tout ce qui bouge. Fait que
Fait que c'est ça. Après ça, ben, tu sais, les petits échanges comme Trent Fredericks, ça fait qu'ils sont partis. Boston se sont juste vidés aujourd'hui. Là, tu sais, quand on dit vidé, ils ont même des marchands. Fait que quand tu es rendu à laisser aller ton capitaine, le gars tu sais, qui a gagné une Coupe Stanley avec toi, qui était dans le fond, peut-être pas l'icône, parce que c'était plus Patrice Bergeron, mais c'est le joueur le plus connu, le joueur de Boston qui représentait Boston le plus, c'était Brad Marchand, puis là, il n'est plus là, donc ouais, c'est ça. Évidemment, les Panthers qui ont ici laissé partir Spencer Knight, ils ont été chercher Vitek Vanecek pour pouvoir être en arrière de Bobrovsky, ce qui n'est pas un mauvais échange pour eux autres. Après ça, ben, il y a Tampa Bay qui s'est vidé de ses pics comme qu'ils font à chaque année. Là. C'est le rituel annuel de Tampa Bay est de vider sa banque d'espoir, sa banque de pics. Donc, ils ont payé 2 choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et Michael et Simon pour Oliver Bjorkstam, puis je ne sais jamais comment dire son nom, mais Bjorkstam, et Yanni Gourde. Yanni Gourde, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est très compétitif aussi. Donc, je pense que c'est un joueur qui va vraiment les aider dans leur push dans les playoffs. Sauf que c'est quand même beaucoup payé. Là, 2 choix de première ronde et un choix de deuxième ronde. C'est sûr, on s'entend. Encore une fois, c'est des choix de Tampa Bay. Donc, c'est des choix de fin de première ronde qui vont être dans la fin vingtaine ou quelque chose comme ça. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, on parle quand même de Yanni Gould et Oliver Bjorkstam. C'est pas. C'est bon, je pense que Seattle, ils ont bien fait là-dessus. Pas que Tampa Bay a mal fait, sauf que Seattle, je pense qu'ils ont quand même. C'est eux autres qui gagnent dans cet échange-là. Parce que 2 choix de première ronde, plus un deuxième ronde, c'est quand même, c'est quand même majeur. Sinon, si on monte encore un petit peu plus haut, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a Riley Smith qui a été échangé pour Brandon Brisson, puis un choix de troisième ronde. Euh, c'est simple, je pense que si tu es un prospect de Vegas, fais tes valises parce que c'est sûr que tu vas être échangé. C'est quand le dernier prospect qu'ils ont gardé. Tu sais, là, il leur reste Connolly, dans le fond. Là. Connolly, il ne jouera jamais à Vegas comme c'est parti. Fait que, ainsi va la vie. Si on continue, Marat Kusnudinov qui a été échangé, un joueur un peu inutile, si on veut. Pas mauvais, mais un peu inutile. Après ça, bon, ben, c'est le gros échange ici, c'est l'Avalanche du Colorado qui a été chercher Brock Nelson et William Dufault aussi en même temps, en échange de Oliver Chillington, qu'ils disent. Callum Ritchie, un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. Callum Ritchie, c'est cher payé, sauf que pour une équipe qui cherche à gagner la Coupe Stanley, qui l'a déjà gagné il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, aller chercher un Brock Nelson, ça a beaucoup plus de valeur que ce que Callum Ritchie peut donner. Pour les Islanders en tant que tel, Callum Ritchie a plus de valeur qu'un choix de première ronde parce que c'est une valeur qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il a, c'est sa deuxième année. Il est dans son draft plus 2, fait qu'il est déjà en développement. On sait que son développement va bien. On sait que c'est un des meilleurs joueurs dans la OHL en ce moment. Donc, c'est une valeur sûre. Tu sais que Callum Ritchie, c'est un joueur de top 6. Mais pour l'Avalanche en tant que tel, ils ont été chercher leur centre de deuxième trio en Brock Nelson, qui amène une dimension différente. Il y avait Casey Middlestat pour l'Avalanche, mais Casey Middlestat, c'est un joueur de finesse. C'est un joueur pas que j'aime pas bien, bien dans le fond. Là. Tu sais, en fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acquéri Brock Nelson, mais d'un autre côté, ils ont aussi échangé Middlestat, on va le voir un petit peu plus tard, pour pouvoir avoir un joueur de troisième trio parce que définitivement, tu peux pas prendre Middlestat puis le mettre sur ton troisième trio comme un sound checker. Ça ne marchera juste pas. Mais Brock Nelson, même s'ils ont donné Richie plus un choix de première ronde, je pense que c'était la grosse acquisition en termes de joueurs de centre pendant la date limite des transactions. Donc, c'est un très bon coup de la part de l'Avalanche. C'est aussi, dans le fond, une très bonne récolte du côté des Highlanders. Si on passe au prochain, ben, ils ont tout de suite après ça reflippé Chillington aux Ducks en retour de rien. Les Oilers ils sont allés chercher Jake Wyman. Ils ont besoin de défenseurs. Là. La défense du côté d'Edmonton, c'est pas leur force. Fait que, ils ont bien fait parce que c'est un joueur qui a vraiment, vraiment bien fait avec San Jose. Ça leur a coûté un choix de première ronde, mais encore une fois, c'est les Oilers, ça se peut très bien qu'ils se rendent assez loin, donc un choix de fin de première ronde. Sauf que lui, c'est en 2026. 2026 est vu comme un repêchage comme meilleur, mais je pense que c'est plus aussi, c'est un repêchage qui, au top du repêchage, va être meilleur, mais la profondeur, c'est dur de savoir
un an et 4 mois en avance, ça va être quoi la profondeur du prochain repêchage. On peut savoir un petit peu c'est quoi le top. On sait qu'avec avec McKenna, Belchess, Rubrek, on sait que ça va tout être des joueurs qui vont être très, très bons, qui sont déjà en train de tout péter fait que, dans leur draft -1. Fait que c'est sûr que dans leur draft year, ils vont juste être encore meilleurs. Mais on ne sait pas pour la profondeur, mais ce qu'on risque de savoir, c'est qu'un choix de Edmonton en 2026 risque pas d'être un choix haut, mais plus un choix tardif, donc en fin de première ronde. Fait qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la valeur à partir de là. J'ai entendu plusieurs personnes parler du fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent avoir des choix de 2026 ou des choix de 2025 parce que maintenant, on connaît la profondeur du repêchage 2025 puis on sait que c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Mais c'est pas comme si on connaît la profondeur du, euh, du repêchage 2026. Donc, ça reste à voir. Mais d'une façon ou d'une autre, Jake Wyman, un choix de 2026, première ronde, je pense que c'est un échange qui est quand même win-win, si on veut. Pittsburgh qui ont laissé aller Anthony Beauvillier, ça c'est correct. Kuzmenko, c'est un autre joueur qui il sert à pas grand-chose, le Kuzmenko, mais en même temps, Philadelphie ont été chercher un choix de troisième ronde pour, faire que c'est correct. Là, une des grosses échanges aujourd'hui, Ottawa qui sont allés chercher Dylan Cousin avec un choix de deuxième ronde, puis Dennis Gilbert qui est un défenseur comment on va dire, physique, en échange de Josh Norris puis Jacob Bernard Docker. Bernard Docker. Euh, selon moi, c'est un win all the way pour Ottawa. C'est plate. J'aime pas ça quand Ottawa font des bons coups, sauf que ça en est un. Tu sais, Josh Norris, c'est un joueur qui n'a pas besoin de beaucoup de temps avec la rondelle pour être un joueur productif. C'est un joueur qui a la rondelle 3-4 fois par match puis il est capable de créer des chances avec ça. Dylan Cousins, c'est un joueur qui a besoin d'avoir la rondelle sur son bâton. C'est un joueur de transition. Fait que c'est un joueur complètement différent de Josh Norris, mais c'est un joueur plus jeune, c'est un joueur plus gros, c'est un joueur qui a un moins gros salaire, c'est un joueur aussi qui est moins prone à à se blesser. Dans le fond, Josh Norris, avec ses 8 opérations à l'épaule, puis le gars, c'est un sniper. Ça l'aide pas bien, bien. Mais c'est sûr que mon côté à moi, j'aimerais mieux avoir Dylan Cousins comme deuxième centre que d'avoir Josh Norris. Je pense que c'est un meilleur joueur. C'est un meilleur joueur two-way. Je pense que overall, il amène plus sur la glace, tandis que Josh Norris, c'est vraiment. C'est un gars qui est quand même physique, c'est un gars qui patine bien, c'est un gars qui a un excellent tir. Un tir même underrated dans la Ligue nationale, à mon avis. Sauf que, n'empêche que c'est ça qu'il peut faire. C'est pas un distributeur, c'est pas un gars qui va créer des jeux pour les autres. C'est un gars qui va lire l'espace sur la glace, qui va sauter dans l'espace, qui va y aller avec un gros tir. Comme je disais, c'est un joueur qui a pas besoin de beaucoup de touches avec la rondelle, 2-3 touches, puis il va marquer un but. Mais Dylan Cousins, c'est un joueur complètement différent. C'est un joueur de transition, puis c'est un excellent centre. Évidemment, il a ralenti dans les 2 dernières années. On ne sait pas si c'est à cause du fait qu'il est à Buffalo et qu'il n'y a personne qui réussit bien à Buffalo sauf JJ Peterka ou si c'est ou si c'est lui le problème. Donc ça reste à voir. Est-ce que c'était Buffalo ou lui le problème? On va le savoir dans pas trop long, mais d'une façon ou d'une autre, Josh Norris contre Dylan Cousin à la base, ça pourrait être soit être égal ou sinon ça pourrait être un bon choix pour Ottawa. Mais je serais surpris que ce soit un win du côté de Buffalo. Je serais quand même très surpris de ce côté-là. Les Jets, ils n'ont pas fait grand-chose quand même. Là, ils sont allés chercher Luke Shen, ils sont allés chercher Brandon Tanev, qui est comme. Les Jets, c'est probablement comme la meilleure équipe dans l'Ouest. Donc, sont où d'ailleurs? Si on va, mettons, sur NHL. Je ne vais même pas aller voir, mais mettons qu'on va NHL.com. On va dans Standing. Wildcard dans l'Ouest. West. C'est ça, Winnipeg à 90 points. C'est ça. Fait que, y avait-tu vraiment besoin de s'améliorer tant que ça? Peut-être pas. Dans le fond, quand on vérifie ça. Là. Sauf qu'en même temps, ils ont été chercher 2 joueurs qui vont les aider dans les playoffs avec Brandon Tanev puis Luke Shen. Il y avait beaucoup de reports qui disaient comme quoi les Jets étaient très intéressés à aller chercher David Savard. Je pense que le prix demandé par Kent Hughes, c'était minimum un choix de deuxième ronde, ce qui est d'ailleurs ce qu'ils ont payé, un choix de deuxième et un choix de troisième pour Luke Shen, ce qui est incroyable. Là, c'est tellement cher à payer. Sauf qu'en même temps, je pense que Kent Hughes ne voulait pas échanger ses joueurs. Il voulait donner une chance aux Canadiens de pouvoir pousser pour les séries. C'est sûr que si tu enlèves un vétéran comme David Savard ou tu enlèves Armia ou des affaires comme ça,
tu viens couper un peu l'herbe sous le pied du Canadien de Montréal. Donc, c'est ça. Mais dans le fond, tout ça pour dire que les Jets, ils ont bien fait sans faire quoi que ce soit là, d'extraordinaire, mais l'équipe est déjà excellente. Toronto aussi, qui s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Une équipe qui est vraiment bonne parce qu'encore une fois, si on regarde le standing, là, sont ici 79 points. Ils sont juste en arrière de la Floride qui, elle aussi, s'est améliorée énormément. Mais ils ont rajouté Scott Lawton. Ça leur a coûté, dans le fond, un choix de première ronde. Puis Nikita Gebrekin, qui est pas un joueur que. Je l'ai déjà vu, mais c'est pas un joueur que j'ai déjà porté attention à. Enfin, je sais pas à quel point il est bon. Je sais que c'est un gars qui a des bonnes mains. Je sais que c'est un gars qui est relativement gros, à je pense 6 pieds 1, 6 pieds 2. Mais c'est ça que je sais de lui. En dehors de ça, à quel point il est bon, à quel point il produit, j'en ai aucune idée. Scott Lawton, par contre, on sait que c'est un joueur. On sait le type de joueur que c'est. C'est un gars qui est abrasif, dans le fond, si on veut. C'est un joueur abrasif, c'est un joueur qui va aller au filet, c'est un joueur qui va sauter sur les rebonds, qui va crasher le net. C'est un type de joueur de série, que ça prend un gros défenseur collé sur lui pour le box-out sans arrêt, parce que sinon, c'est sûr qu'il est en face de ton goaler, puis c'est sûr qu'il essaie de faire des déviations, puis c'est sûr qu'il essaie de prendre tous les rebonds. Donc, un joueur vraiment qui va les aider dans les séries, c'est quelque chose qui leur manque assez, qui leur a manqué dans le fond à presque toutes les années. C'est des gros joueurs agressifs qui vont au net de cette façon-là. C'est le type de jeu que leurs coachs veulent, puis c'est le type de jeu que ça prend dans les séries, puis Scott Lawton, il va amener ça. Fait qu'un choix de première ronde, c'est vraiment correct. Dans le fond, c'est pas. Il y a des années pour quand ça serait cher payé, puis il y a des années comme cette année où il y a un choix de première ronde, c'est quand même pas si payé quand tu y penses, parce qu'il y a du monde qui ont payé des prix de fou. Après ça, il y a la grosse échange du jour qui est Mikko Rantanen, après avoir joué seulement comme, je pense, c'est 12 ou 13 matchs avec la Caroline, avec la Caroline, qui a été échangé à Dallas, dans le fond, en échange de Logan Stankoven, 2 choix de première ronde et 2 choix de troisième ronde. C'est cher payé, sauf que la différence entre Mikko Rantanen et Logan Stankoven, ça vaut au minimum 2 choix tardifs de première ronde et 2 choix tardifs de troisième ronde. Dans le fond, pour Dallas, c'est un choix. Dans le fond, c'est un win. Autant que pour la Caroline, c'est aussi un win. Eux autres, dans le fond, ils ont laissé partir Nick Cash puis Jack Drury. Ils ont reçu Rantanen, un choix de deuxième ronde. Après ça, Rantanen, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'ils ont laissé partir Rantanen. Là, ils ont reçu Logan Stankoven, 2 choix de première ronde, puis 2 choix de troisième ronde. Dans le fond, pour eux autres, c'est Nick Cash contre Stankoven, 2 choix de première ronde, 2 choix de troisième ronde. Ce qui est quand même bon quand tu penses au fait que Nick Cash, il s'en allait pas cette année, mais l'année prochaine. Dans le fond, fort probablement. Est-ce qu'il aurait réussi à le re-signer? Peut-être. Mais je sais qu'il y avait eu des problèmes l'année passée à le signer, donc ça ne regardait pas bien de ce côté-là. Mais là, dans le fond, c'est ça. Pour eux autres, c'est Stan Coven. Dans le fond, c'est Nick Cash contre ce qu'on peut voir ici sur l'écran. Pour eux autres, c'est un bon deal, sauf que pour cette année ou même pour l'année prochaine, ils sont juste tout simplement moins bons. Donc, c'est comme un peu, ils se coupent l'herbe sous le pied eux autres mêmes. Là. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais que c'est leur choix. Pour ce qui est de Dallas en tant que tel, ils ont reçu Rantanen, mais ils n'ont pas juste reçu Rantanen, ils ont reçu Rantanen avec un contrat de 8 ans à 12 millions par année. Fait Rantanen à 12 millions par année, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est un contrat qui fait du sens. C'est sûr qu'on voudrait tout qu'il soit payé moins, sauf qu'en même temps, écoute, 12 millions pour un joueur qui a fait 100 points plusieurs fois, qui est un des meilleurs alliés de la Ligue nationale, c'est quand même c'est respectable. Puis là, on a le plafond salarial qui va jumper à 95 millions l'année prochaine. Puis après ça, je pense que c'est 102 millions l'année d'après, puis 110 millions après ça. Fait que on sait qu'il y en a comme 3 explosions de 8 millions par année pratiquement dans les 3 prochaines années, à moins que la guerre tarifaire avec les États-Unis scrape tout ça. Là. Mais sinon, si ça continue de s'en aller comme que ça s'en va, on a 3 jumps d'à peu près 8 millions. Fait que Mikko Rantanen à 12 millions. Et en plus, ils ont signé par-dessus ça Wyatt Johnston à 8,4 millions. Fait que 8,4 millions pour Johnston, 12 millions pour Rantanen. Eux autres, c'est réglé. Ils sont en business. Fait que c'est un bon échange pour les deux, sauf que, comme je dis, la différence entre Rantanen et Stankoven est plus que juste 2 choix de deuxième ronde puis 2 choix de troisième ronde. Fait que pour Dallas, c'est excellent. Pour la Caroline, côté valeur, c'est correct, mais ils ne se sont pas aidés du tout pour cette année, ils ne se sont pas aidés du tout pour l'année prochaine. Il va falloir qu'ils vendent
des choix de première ronde pour essayer d'aller chercher des joueurs pour pouvoir s'améliorer. Mais là, pour ce qui est de cette année, leur chien est mort. Fait que ils vont avec ça. Ils s'en vont à guerre avec Logan Stankoven dans série, qui n'est pas un mauvais joueur. On s'entend, Logan Stankoven, ça fait longtemps que je l'aime. Ça fait longtemps qu'il y a bien du monde qui l'aime parce que c'est un petit joueur, mais c'est un joueur de caractère. C'est un joueur qui gagne ses batailles dans les coins. C'est comme quand on regarde, mettons, Lane Hudson aller dans le coin. Il gagne ses batailles dans le coin contre des joueurs de 6 pieds 4 parce qu'il est agressif, il est intelligent, il est compétitif. Mais c'est la même chose pour Logan Stankoven. C'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui est ultra combatif, c'est un joueur qui est rapide, c'est un joueur qui est fort. Fait que même s'il est plus petit, il sort avec la rondelle, puis c'est un joueur qui a beaucoup de skills, puis qui a un très bon tir aussi. Donc, un excellent joueur, un joueur qui était vu comme probablement un des candidats au Trophée Calder pour cette année. Ça n'a pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne sera pas un excellent joueur, sauf que ça reste un autre joueur de 5 pieds 8. Fait que, tu sais, Seth Jarvis à 5 pieds 10, c'est des poussières. Après ça, tu as Logan Stankoven à 5 pieds 8. Fait que ça te fait deux excellents joueurs dans ton line-up, mais c'est quand même deux joueurs à 5 pieds 10 et moins. Puis après ça, c'est pas comme si on a une tonne de gros joueurs là, en Caroline. Fait que je pense que c'est un peu un problème. Puis comme je disais, là, pour me répéter une troisième fois, ils ne se sont pas aidés du tout pour cette année parce que là, ils s'en vont à la guerre avec pas de Rantanen puis pas de Nekash, mais Logan Stankoven à la place. Fait que c'est ça. C'est moyen pour eux autres. Après ça, comme je disais tantôt, l'Avalanche qui avait été chercher Brock Nelson, en fond, Casey Middlestat qui n'avait plus vraiment sa place parce qu'on ne pouvait pas nécessairement prendre Casey Middlestat qui jouait sur le deuxième trio, le descendre sur un troisième trio. C'est pas un checker, c'est pas un joueur défensif, c'est pas un joueur compétitif, c'est un joueur de finesse offensif, passeur. Donc, il a été échangé, même si c'est en réalité, même si c'est un meilleur joueur que Charlie Coyle fit beaucoup plus dans ce que l'Avalanche a de besoin pour aller en série. Lui, il va être locké sur le troisième trio. Il va locker, dans le fond, les meilleures lignes adverses. C'est la raison pourquoi, que malgré tout, il a fallu, en plus de donner le meilleur joueur en Casey Middlestat, il a fallu qu'ils donnent un de leurs bons prospects en William Zellers, qui était un des meilleurs joueurs de la USHL l'année passée. Ou cette année? Cette année ou l'année passée? Je ne me souviens plus. En tout cas, un des deux. Plus un choix de deuxième ronde. Fait que, il donne le meilleur joueur, un bon prospect et un choix de deuxième ronde pour recevoir Charlie Coyle. Fait que, mais ça donne une idée, dans le fond, que les équipes savent très bien ce que tu as de besoin en série, puis ils savent très bien que Casey Middlestat, c'est pas ce que tu as de besoin sur ta troisième ligne. Tandis que Charlie Coyle va faire le travail beaucoup mieux. Fait que un autre excellent échange, même si c'est cher payé en tant que tel, puis je pense que Boston a mieux fait, étant donné que Boston, ben, c'est clair qu'ils s'en vont dans un retool au minimum, peut-être même un rebuild, mais là, ils sont en train de se vider complètement. Fait que je pense que ça va être un rebuild. Fait que pour eux autres, en termes de valeur, ils ont reçu ce qu'ils avaient de besoin parce qu'après ça, ils vont pouvoir trader Casey Middlestat parce que je pense pas qu'ils vont garder Casey Middlestat. C'est vraiment pas leur style de joueur, à mon avis. OK, c'est ça. OK? On passe au prochain. Cody Glass, ça, c'est pas vraiment important. On a Brad Marchand, puis ici, c'est écrit To be determined. On va juste refresh pour être sûr, mais je pense qu'en réalité, c'est juste un choix de deuxième ronde qu'ils ont reçu. C'est ça. Fait que c'est pas écrit. Mais à mon avis, de ce que j'ai vu sur X, dans le fond, c'est la Floride a payé un choix de deuxième ronde conditionnel. Si les conditions sont atteintes, ça devient un choix de première ronde. C'est quoi les conditions? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont sur CapWage. On va refresh. Oh, ça refresh pas, ouais? Refresh. Euh... hmm. OK, ben, je pense que dans le fond, CapWage, ils ont juste bloqué là. Ça, là, comme ils ont arrêté à Joe Veleno, puis tout le reste, ils ont dit on prend notre retraite. OK. Tantôt, on va sur Puckpedia. On va aller voir ça. On va essayer de trouver des réponses. Puckpedia, trade. C'est où déjà qu'on voit les trades là-dedans? Je ne vois jamais sur Puckpedia. All trades. Acquire, Mark Jankowski, on s'en fout. Ben, c'est quoi qu'ils ont donné? En tout cas, on va retourner à ça tantôt. Là, je vais juste retrouver. Baston. Ah, je déteste comment ce site-là est fait, par contre. C'est incroyable. Ouais, mais ça, on l'avait vu déjà. Je trouve ça tellement dur à lire de la façon que c'est fait. Là. OK, attends, je fais. Tu fais team. Boston. Apply.
Boston, ça, on le sait. OK, fait qu'ils l'ont pas mis encore, dans le fond, là. OK. Bon, ben, tant pis. Fait qu'on sait pas vraiment c'est quoi, mais de ce que j'ai vu sur Twitter, c'était un choix de deuxième ronde conditionnel qui pouvait tourner en choix de première ronde, ce qui est vraiment minuscule pour Brad Marchand. Là, tu sais, la Floride, là, quand même, là, tu sais, ils viennent de ramasser Brad Marchand. Ils ont été prendre Vitek Vanecek. Qui d'autres qui ont aussi ramassé, que je disais tantôt? Ben, Nico Sturm, ça, c'est pas bien grave. C'est pas la grosse affaire. Vitek Vanecek, Seth Jones. Fait que, tu sais, Seth Jones, Vitek Vanecek, parce qu'ils ont échangé, évidemment, Spencer Knight. Après ça, Nico Sturm. Puis là, par-dessus ça, ils viennent se rajouter avec un Brad Marchand. C'est quand même excellent, là. Déjà que l'équipe est excellente, là. Elle est première dans l'Est, là, si je ne me trompe pas. Non, elle est deuxième dans l'Est, en arrière de Washington. Fait que, tu rajoutes Brad Marchand plus Nico Sturm plus Seth Jones. Ouais, OK. C'est means business. Après ça, Boston se sont encore vidés encore plus. Ça, c'est quand même fou, là. Brandon Carlo, qui a été bon, mais qui est pas bon depuis 1 an, 2 ans. Tu sais, il est très moyen. C'est vraiment ça. En ce moment, il joue vraiment comme un joueur de troisième paire. Il n'est pas du tout comme un joueur de première paire actuellement, là, à mon avis. Euh, Puis ils ont donné un choix de première ronde ainsi que Fraser Minton, qui est probablement leur prospect le plus comme ready à être dans la Ligue nationale. Là-dessus, moi, je trouve ça fou que Brad Marchand a donné un choix de deuxième ronde conditionnel première ronde, puis que Brandon Carlo a donné Fraser Minton plus un choix de première ronde. Comment ils en ont arrivé à ça? J'en ai aucune idée, sauf que c'est super bon pour Boston de ce côté-là. Puis de ce côté-là, ben, je pense que c'est moyen, sauf que pas nécessairement mauvais. C'est pas comme si Brandon Carlo est mauvais en tant que tel, il est juste moyen. Après ça, si on continue, chez Weber, qui a été échangé, OK. Henry, Ottawa qui a fait un petit move de plus, qui est allé chercher Fabian Zetterlund contre Noah Gregor. Un choix de deuxième ronde. C'est correct, ça va les aider. C'est rien d'extraordinaire. C'est pas mal ça, dans le fond. Pas mal, ouais, c'est ça. Puis pour ce qui est du Canadien, ben, ils n'ont absolument rien fait. Je sais- Même du côté que Ottawa sont allés chercher Dylan Cousin, je savais que c'était une des cibles du Canadien. Puis je suis sûr que les Canadiens ils ont appelé pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Sauf que si on prend, dans le fond, le fait qu'ils ont pris un joueur comme Josh Norris, qui est un joueur quand même relativement établi, qu'on sait qu'il peut atteindre le 50 points, peut-être 60 points dans le prime s'il ne se blesse pas, qui peut faire 35 buts par année. Qu'est-ce que le Canadien aurait pu offrir? T'sais, Kirby Dack, qui est loin en arrière de Josh Norris. First, il est autant injury prone, si c'est pas plus, probablement plus. Il est loin en arrière en termes de talent. Il n'est pas capable de scorer puis il n'est pas capable de faire grand-chose, du moins cette année. Il a déjà eu l'air d'être un bon joueur, sauf qu'il n'a pas eu l'air de ce joueur-là depuis un bon bout. En plus, il est moins 29. Donc, je vois pas comment Buffalo fait comme ah, ben oui, Kirby Dack, ça a l'air d'être un bon choix. Sinon, joueur comme qui d'autre, New York, qui vaut pas ça. Si le Canadien aurait essayé d'acquérir un joueur comme Dylan Cousin, il aurait fallu que nous, on donne du futur. Il aurait fallu que ce soit un mélange de choix ou de prospects, peut-être des joueurs comme un Michael Hage avec un choix de deuxième ronde ou Michael Hage avec un choix de première ronde. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui évalue en termes de valeur. Je serais quand même surpris que Michael Hage plus un choix de première ronde soit ce que ça prenait pour Cousin quand que Josh Norris a fait l'affaire. En plus de donner un deuxième round qui suivait qui suivait Dylan Cousin. Fait que je serais quand même surpris. Sauf que est-ce que vous auriez fait l'échange, mettons, Michael Hage contre Dylan Cousin? Moi, oui. Moi, je pense que oui, parce que ça accélère le rebuild, puis ça donne un joueur qui est encore bon pour. Je pense qu'il reste quoi, 6 ans, 7 ans à son contrat de 7,4 millions. C'est un joueur de minimum comme 50 points sur une bonne équipe. Probablement plus 60 points. Il a déjà fait 68 points là, il y a 2 ans. Fait on sait qu'il est capable de faire ça. Est-ce qu'il est capable de se rendre là encore? Je ne sais pas, mais c'est un joueur de 6 pieds 4 qui patine super bien, qui est bon défensivement, bon offensivement, qui a juste besoin d'être dans un environnement un peu plus positif, être dans un environnement où le monde ils veulent gagner. Buffalo,
c'est mort. Là. Le hockey est mort là-bas complètement. L'équipe n'a pas fait les séries depuis 3 décennies. Là, fait que ça n'a aucun sens comment ça doit être démoralisant être un joueur là-bas, mais tu te ramasses dans une équipe avec la foule de Montréal, avec des joueurs comme Caulfield qui sont des petits Golden Retrievers, puis tout le monde qui a l'air de bien s'entendre, une belle chimie dans l'équipe. Je pense que ça l'aurait vraiment aidé. Puis tu donnes un prospect, mettons, comme Michael Age, puis je pense que ça vaut la peine, mais je ne suis pas sûr que Buffalo voulait avoir du futur. Je pense qu'il voulait avoir un joueur qui est prêt à compétitionner aujourd'hui puis qui est prêt à aider l'équipe aujourd'hui. Donc, un échange hockey dans ce sens-là. Donc, il aurait pu faire ça, mais sinon, en dehors de ça, échanger des joueurs comme Joel Armia ou échanger des joueurs comme Savard pour des choix de deuxième ronde, est-ce que ça leur aurait vraiment aidé le futur du Canadien? Oui, ça leur aurait donné un d'or de plus, mais une équipe qui se bat pour une place en série, qui est à 2 points, 1 point d'une place en série actuellement, qui est vraiment dans le mix, comme qui disait qu'il voulait être au début de l'année, ben, tu viens leur couper, dans le fond, l'herbe sous le pied. Tu viens leur dire on s'en fout de tout ce que tu as fait, nous, on veut avoir des choix. Fait que, personnellement, je pense que c'était la bonne décision à faire. Je pense qu'avoir 2 choix de deuxième ronde de plus, que ça changerait vraiment quelque chose dans notre futur. À moins que tu te ramasses avec un autre Hudson, admettons quelque chose comme ça, je comprends, mais c'est quoi les chances? C'est rare que tu te ramasses avec un Hudson en deuxième ronde. C'est plus souvent des Owen Beck ou des affaires comme ça. Puis ça, c'est quand ils font la Ligue nationale. Donc, personnellement, j'aime mieux comme encourager les joueurs qui sont là actuellement, même si on ne re-signe pas Armia, même si on ne re-signe pas Savard. Il ne faudrait pas re-signer Savard de toute façon, il est plus capable de patiner, mais Armia, je ne serais pas pour qu'on le re-signe. Euh, je pense que ça vaut plus la peine d'avoir ces deux joueurs-là avec l'équipe, leur donner une chance d'essayer d'atteindre les séries en étant un groupe, puis sans enlever des joueurs du groupe, puis leur dire arrangez-vous avec vos troubles. Ça vient un peu comme aider le moral de l'équipe, ça ne détruit pas le moral de l'équipe, puis les choix de deuxième ronde ne viennent pas vraiment rajouter grand-chose, dans le fond. Donc, c'est pas mal ça. C'était juste un petit quick recap des gros échanges qu'il y a eu. Évidemment, les équipes comme Dallas se sont vraiment améliorées aujourd'hui. Des équipes comme Boston se sont vraiment vidées aujourd'hui. Tu as l'Avalanche qui s'est améliorée. Ça va être beau en série, l'Avalanche contre Dallas. Ça serait toute une série à voir, là, voir Rantanen aller jouer contre Colorado. J'aimerais ça voir ça. Mais ouais, vraiment deux équipes qui se sont améliorées. Puis sinon, tu as aussi les Panthers qui se sont améliorés. Toronto aussi, Toronto qui est déjà une bonne équipe aussi, a quand même bien fait. Ils sont allés chercher le type de joueurs qu'ils ont besoin. Ils ont déjà Matthews, ils ont déjà Marner, ils ont déjà Nylander. Ils n'ont pas besoin d'un autre Rantanen. Dans le fond, ben, un Rantanen de plus, ça aide toujours, peu importe quelle équipe que tu as. Mais ce que je veux dire, c'est le type de joueur qu'ils avaient besoin, c'était un Brandon Carlo quand Brandon Carlo va bien. C'était un Scott Lawton qui fait ce que Scott Lawton est capable de faire, dans le fond. Fait ils se sont vraiment améliorés eux autres ici. Fait que c'est une bonne job pour eux autres. Puis sinon, la Caroline, je trouve que même si en termes de valeur, ils ont réussi à s'en sortir dans leurs quelques échanges, dans le fond, là, qui a commencé avec Nick Cash contre Antonen. Je pense qu'en bout de ligne, ils se sont pas aidés pour devenir compétitifs ni cette année, ni l'année prochaine. Donc, ben, ils ont des choix, mais ça s'arrête là. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Juste un petit quick recap sur la date limite des transactions. Puis, prochaine fois que j'ai quelque chose à faire comme ça, je vais essayer de le faire en live. Sauf que, comme je vous dis, ça m'a écrit que je peux juste faire un live dans 24 heures quand j'ai cliqué dessus. Fait que ce sera une prochaine fois. D'ici là, peace!